à situation exceptionnelle implique configuration exceptionnelle. Trop cool ce micro qui fonctionne. On est à Avignon, on va faire le jeudi au Frame Festival, je suis en retard comme d'hab. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment ça se passe dans la région, je vais aussi vous expliquer c'est quoi le Frame Festival, mais surtout pourquoi est-ce que ça reste dans la logique podcast. Parce que je me suis rendu compte que le micro fonctionnait avec la DJI. Je ne vais pas faire ça régulièrement parce que c'est beaucoup de boulot et j'ai trop de boulot en ce moment. Ça vaut la peine que je vous montre comment fonctionne le Frame Festival. C'est la 10e année je crois. C'est un peu différent d'habitude donc j'espère que je ne vais pas être déçu. J'ai failli pas venir parce que quand j'ai vu la line-up, j'étais pas hypé. Ça rentre dans la mécanique podcast, c'est quelque chose que je ne veux plus mettre, que je ne veux pas mettre, qui n'a pas sa place sur Papa Bricole ni ailleurs. Mais j'ai quand même envie de documenter. Il y a des thématiques, je vais voir les thématiques, assister au séminaire et vous faire mon petit débrief sur chaque thématique. Ça sera peut-être un peu plus long que 15 minutes de d'habitude, mais peut-être aussi plus intéressant. On verra, vous me dites quoi en commentaire, c'est parti. Quand je suis venu l'année dernière, je me suis précipité dans le parking du Palais des Papes qui m'a coûté 24 € à la journée. Aujourd'hui, quitte à rater la première proposition, si je ne peux pas rentrer après coup parce que je dois seulement aller chercher mes bracelets, et je passe par le parking Plio qui est gratuit et qui normalement a des navettes gratuites également. J'en ai une qui arrive là et qui te ramène en ville rapidos. Et la navette est gratuite et ça c'est cool. Bonjour. C'est beaucoup trop cool ce système. Il est 10h. Première conférence a commencé. Commence maintenant. J'ai pas encore validé mon bracelet. Et voilà. On n'est pas si en retard que ça. Le plus dur, c'est de trouver des bons producteurs qui n'ont pas cet esprit-là. Ok. Séminaire intéressant. On en parlera plus à midi parce que je vais avoir 2 heures de pause et je vais pouvoir faire les débriefs. Là, on était sur la fonction réalisation, création de contenu, comment se faire financer, comment passer du YouTube au cinéma, quelles sont les nouvelles normes à ce niveau-là parce qu'avant c'était très fermé. Maintenant, tu peux justifier, il n'y a plus de règles. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'en pense, parce que j'ai un avis très tranché sur la fonction. Maintenant, je suis personne dans le délire, c'est-à-dire que moi, j'ai pas réalisé de film, j'ai jamais été diffusé au cinéma. Donc forcément, ce n'est qu'un avis technique. Mais j'ai vu beaucoup de choses, j'ai parlé à beaucoup de gens et il n'y a plus de normes, mais on en parlera tout à l'heure. Là, quand tu es au Frame Festival, ce qui se passe, c'est que tu dois sortir à chaque fois et te remettre dans la ligne de ce qui t'intéresse. L'année dernière, il y avait des barrières, il y avait du monde et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Donc il n'y a pas trop de risque de saturation sur les séminaires, surtout les premiers. Probablement que cet après-midi, il y aura un peu plus de monde. On verra. Donc la question suivante, c'est comment durer sur les plateformes. C'est présenté, le sponsor principal, c'est la SCAM. Et c'est Marianne Rigaud qui anime avec Manon Bril, Ludovic B. Je ne connais pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je connais pas grand monde de noms. Enfin, je commence à connaître les noms, mais je connais pas les têtes ni les projets. Les noms, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et ça, par contre, faudra qu'on en parle aussi tout à l'heure, parce qu'il y a un nouveau cercle fermé qui est en train de se produire. Pour le coup, je constate qu'il y a plus de gens professionnels que de lambda, donc ça c'est la rangée lambda, comme moi là. Moi j'ai pas pris les trucs pro parce que j'ai pas le temps de rentabiliser, l'année prochaine peut-être. Mais en gros, c'est beaucoup de gens qui gravitent autour de la création de contenu sur les réseaux de manière générale. C'est difficile de tous les connaître, mais quand ils regardent 2 secondes, genre le présentateur du truc juste précédent, je me rappelle plus son nom, il travaille avec tout le monde et il travaille. En fait, c'est un cercle qui se ferme tout doucement. On va le constater, hein, ils vont recréer l'équivalent d'un monde du cinéma, mais avec les nouvelles têtes du YouTube. Alors ça bouge plus vite, mais quoi qu'il, si t'es pas en contact avec les gens, tu ne pourras pas rentrer dedans facilement. On est reparti, on s'installe. Rien de neuf sous le soleil, mais c'était très intéressant. On va les bouffer, on va pouvoir débriefer. Ok, on va faire dans l'ordre de fraîcheur. On va marcher. Je vais voir si j'arrive à m'incruster à un truc, mais peu de chance. Dans l'idée, là, c'est comment durer sur les réseaux sociaux. C'est intéressant, mais en même temps, c'est très aléatoire. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est chacun un petit peu sa sauce. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais j'ai travaillé à côté. J'ai après cumulé des droits à Pôle emploi. J'ai forcé pendant 1 an, 2 ans. Et maintenant, il faut que je sois rentable. J'y suis presque. Et c'est faisable. C'est pas le problème.
Le truc, c'est savoir si ce que tu vas faire va te passionner suffisamment longtemps. Et ça, parce que c'est dommage de faire ça et de se planter. Mais on ne sait pas vraiment faire autre chose que de tester. Et puis après, le processus, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour voir un petit peu les profils des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et vous vous inspirez de ce qu'ils font, c'est tout. Il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Mais fondamentalement, ce que vous avez fait, quelqu'un l'a déjà fait. Il faut juste trouver la personne qui l'a fait un petit peu comme vous, inspirez-vous et activer le protocole et le tenir. Après, on a parlé un petit peu santé mentale et tout ça. De toute façon, j'en parle pas mal dans les podcasts et tout ça. Éviter le burn-out, éviter la surcharge, éviter de se laisser faire, d'être trop sensible aux commentaires. Mais ça vient en travaillant en fait. À force de le faire, vous allez passer par des moments où vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive parce que c'est l'expérience qui va primer là-dessus. Vous ne pouvez pas anticiper le backlash. Et donc forcément, faut faire avec, il faut l'accepter. Il faut accepter le fait que ça ne va pas être rose tous les jours. Et elle vienne que pourra quoi. Derrière, on avait parlé. En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils sont en train de revenir à ce dont je parle essentiellement. En fait, c'est la thune. Alors moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que ça joue beaucoup la gauche, tous ces trucs-là, mais ça parle beaucoup business. Et on se rend bien compte d'un truc, c'est que si tu veux durer sur les réseaux sociaux, de toute façon, il te faut un business model. Alors, c'est pas obligé d'être un business model, t'es pas obligé de la jouer en mode SaaS et essayer de faire des millions d'euros. C'est pas ça l'objectif. Vise le SMIC et puis après tu verras bien. Une fois que tu as posé un SMIC et que ton contenu te rapporte un SMIC sans besoin d'investir ni rien du tout, là tu as une base et tu peux commencer à évoluer sans vouloir être trop gourmand. Ce que je pense sincèrement, c'est qu'en France, il ne faut pas être trop gourmand parce qu'une fois que vous allez aller chercher quelque chose de trop complexe, c'est là que oui, il y a des gros billets qui vont tomber, mais il faut voir ce qui vous reste à la fin. Et on n'est pas aux États-Unis. Ici, on se fait très vite sucré par tous les intervenants de partout. Enfin, c'est un petit peu le bordel. Et en fait, il faut garder le contrôle. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en France, si tu veux faire un bon petit salaire et te débrouiller tout seul sans que ce soit trop compliqué, créateur de contenu, c'est pas mal. Avec un bon projet, c'est pas mal. Et surtout, pas voir trop gros. Moi, si un jour je fais 2500 balles par mois, je suis super content. Après, forcément, je suis en train de travailler sur des projets à côté qui vont pouvoir justement diversifier les revenus, première chose, mais aussi densifier les apports. Parce que si j'arrive à montrer ma pertinence sur des projets plus conséquents, forcément après on te fait confiance sur des choses plus conséquentes et à terme t'es content. Voilà, ça c'est mon objectif de base, après on verra ce que ça donne un jour à la fois. Et on va revenir sur la première conférence. Il faut que je prenne mes notes. Donc là, je me dirige vers le théâtre Barretta, où il y a un événement qui est théoriquement orienté pour les pros. On va sans doute se confronter à mon plus gros problème lié au Frame Festival. Il aura sans doute le temps d'en parler si je me fais recal. Et alors, ils sont complets, forcément, ça c'est une chose. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Ce que j'aime pas avec la nouvelle version du Frame, c'est la professionnalisation d'événements. En gros, on est tous des créateurs de contenu maintenant, et on est plus ou moins tous à des niveaux différents. Il y a un point de départ et une croisée des mondes. Moi, je suis à la croisée des mondes, c'est-à-dire que je ne peux pas justifier de payer le prix du monde pour se rentrer en pro, pour accéder à des trucs en plus. Et je trouve que c'est un peu triste parce que concrètement, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vivre et des gens à rencontrer. Venir capitaliser là-dessus en mode professionnel, moi ça me saoule un peu parce que ça ferme les portes à des gens qui en ont vraiment besoin. Alors qu'à l'origine, le Frame Festival, c'était un petit délire où ça devait justement rendre accessible l'information et le contact avec des gens qui font la même chose que toi. Et ils sont en train de dissocier ça, clairement. Et ça, je trouve ça très dommage, c'est en train de perdre clairement son jus. En fait, tout simplement. Ça va devenir un événement un petit peu industriel. Ça essaye de faire venir des gens le week-end avec des noms et tout ça qui ne vont pas forcément pouvoir intervenir à l'échelle de ce qu'on attend d'un festival de proximité. Alors oui, clairement, il y a de la proximité. Oui, tu vas être plus proche que plein de choses qui pourraient se produire à Paris et tout ça. Mais clairement, on va sur de la rentabilité. C'est un festival qui est en train d'essayer de se rendre rentable au mieux possible. Et ça, je trouve que c'est dommageable
surtout sur les valeurs initiales du projet. Maintenant, voilà, je me faire caler, je ne suis pas non plus triste, je m'en fous un peu, mais clairement, ça crée une distance. Et voilà. Peut-être un jour, je viendrai en pro parce que ça reste super intéressant ce qu'il y a. Je me suis forcé à venir aujourd'hui parce que voilà, j'ai 5 jours, je vais en faire qu'un seul, je vais le faire à fond. Mais c'est un peu triste. Donc en gros, pour revenir à la première conférence, différents récits, différents écrans. Masterclass proposée par le CACD, animé par Roswell François Descraques, auteur et réalisateur. On est donc sur une personne qui travaille avec beaucoup de gens, qui a roulé sa bosse sur les réseaux sociaux, qui a produit beaucoup sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale, et qui maintenant a passé le cap d'aller au cinéma, proposer du contenu, et c'est très bien. Après, c'est un cas particulier, c'est pas encore démocratisé du tout. Maintenant, ce qu'il prouve, c'est que c'est faisable, c'est que ça va s'améliorer au fur et à mesure et que le clivage est plus si grand que ça. Maintenant, il y a toujours des différences de perception. Si vous allez chercher des acteurs qui ont fait les cours Florent pour faire des vidéos YouTube, forcément, euh, ça va être compliqué. Maintenant, si vous avez des projets sérieux, si vous êtes tenu, ça va bien se passer. Il va falloir commencer petit, mais surtout, il va falloir accumuler les credentials. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. En fait, c'est votre crédibilité sur le long terme, c'est vos activités, c'est votre pertinence, vos résultats qui vont parler pour vous. On est dans un monde de la métrique et ce sont les chiffres qui parlent. C'est pas, vous pouvez parler aussi bien que vous voulez, se vendre, c'est devenu très compliqué. La seule chose qui vend aujourd'hui, c'est la bankability et ça, tu vas l'avoir seulement en produisant tous les jours, en rationalisant ton discours. C'est clair que c'est plus facile quand tu vas cibler un projet, une niche, et là tu vas pouvoir augmenter ta pertinence rapidement. Quand tu es comme moi, un peu ouvert au monde, c'est plus compliqué de garder une pertinence parce que ça se centre sur le personnage. Et bon, je suis pas forcément je suis pas un personnage public. Donc voilà, c'est là que je vous parlais de la croisée des mondes où il y a des gens qui sont entre deux, comme moi, et qui pourraient trouver des choses à faire là-dedans, dans le Frame Festival et tout ça, mais qui ne savent pas vraiment où ils sont. Et on est beaucoup plus nombreux que les quelques entreprises financières, les quelques chaînes YouTube qui se lancent et qui ont un petit projet. Ensuite, on parlait financement de ces trucs-là. Là, je voulais aller voir justement la remise de prix de la SCAM. Bon, après, c'est pas grave, ça a été validé en amont. Il fallait l'accréditation pro, je l'ai pas. En l'état, la SCAM, c'est quoi? C'est un système pour faire de l'argent en plus sur base de vos droits d'auteur qui ont été défendus par des gens au niveau de l'Europe. Et donc maintenant, la SCAM récolte et récupère de l'argent qui est supposé rétribuer aux youtubeurs et créateurs de contenu sur différentes plateformes, Meta, Google, qui permet donc de faire entrer de l'argent. Et c'est important l'argent, donc concrètement, là, c'est les droits d'auteur sur les vues que vous faites qui sont recapitalisés par la SCAM. Donc moi, j'ai pris quelques petites notes. Le gars, il disait qu'il faut écrire au-delà du réalisable. Donc c'est-à-dire, quand tu crées un projet, il faut accepter d'écrire plus loin que ce que tu vas pouvoir faire et face au budget, rationaliser ton projet. Toujours avoir plus de matière que ce que tu vas pouvoir réellement faire, mais aussi accepter le fait que tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux. Ça, c'est la base. Après, derrière, ce qu'il disait, en touchant à tout, parce que maintenant, il a été jusqu'au théâtre, c'est-à-dire que bon, maintenant, il a réalisé pour tous les médiums, on va dire, hein, du théâtre, cinéma, réseaux sociaux, podcasts, tout ça. C'est cool parce que ça change un petit peu la donne, mais surtout ça crée des contraintes de production qui forcent la créativité et c'est assez apprécié. Toute raison de forcer la créativité va être bonne pour un créatif en fait. Donc voilà, rester ouvert à l'idée, mais forcément c'est un des rares à pouvoir le faire parce que tout simplement parce qu'il a donné ce qu'il fallait donner, il s'est donné à fond, et il est bon dans ce qu'il fait probablement, je sais pas parce que j'ai pas vu. Mais le gars en lui-même, il défend ce qu'il défend et aujourd'hui il a la crédibilité de le faire. Donc c'est pas accessible à tout le monde non plus, mais il montre la voie. Ce qu'il défend, c'est que le médium n'est plus limité. Et donc tu peux choisir le médium que tu veux, tu peux commencer sur YouTube et terminer dans le théâtre, c'est pas un problème. Allez-y, pas de soucis. Et donc voilà, c'est ce que ça défendait, c'est qu'aujourd'hui, avant on était stigmatisé. Si tu t'étais exprimé sur les réseaux sociaux, tu étais un créateur des réseaux sociaux et donc on n'allait pas venir
te donner la moindre crédibilité sur autre chose qu'une plateforme sociale. Aujourd'hui, ils vont venir vous chercher, justement, et des fois de manière problématique, parce que vous avez de la visibilité. Donc là, il y a Miss You Charlie qui en a parlé dans son projet de devenir écrivain, d'écrire un livre en 3 mois, où elle expliquait qu'en fait, n'importe quelle agence était prête à la prendre, n'importe quelle maison d'édition était prête à la prendre, tout simplement parce qu'elle était bankable, parce qu'elle avait une commu. Et donc, elle a décidé de ne pas éditer son livre. Sur base de ça, tout du moins. Mais des écrivains lui ont dit, mais c'est dommage de ne pas éditer ton livre parce que tu as une commu et que tu trouves que c'est pas légitime. En fait, si, tout est lié. Tu peux très bien écrire un jour, ne pas avoir d'audience, ne pas avoir de visibilité, et te dire, bon, j'ai écrit ça, maintenant je vais construire ma visibilité, avoir une audience pour attirer le chaland. Et le problème, c'est que ça crée une nouvelle nervure d'élitisme. Et ça, c'est ce que je trouve que le Frame Festival devrait compenser et qu'ils sont en train de perdre. Parce qu'eux, ils creusent la nervure. La nervure d'élitisme, de la création de contenu, où ça travaille entre gens qui se connaissent. Donc il faut se mélanger. Alors moi, je défends rien, c'est juste que j'ai pas le temps de me mélanger, tout simplement. Donc je fais du mieux que je peux. Je produis ce que j'ai à produire. J'ai mes idées, j'ai mes convictions. Et c'est tout. Bon. Alors, je vais m'arrêter là sur cette base de ça, parce que ça va faire un podcast vachement long. J'espère que le son n'est pas trop dégueulasse, parce qu'il y a un bruit de fou. La suite des aventures, 14h30, il y a ce qui est déjà là. Alors là, il y a Esterium, c'est la seule personne que je connais sur la line-up qui m'intéresse. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Et ensuite, on aura l'audiovisuel et vidéaste de nouvelles pratiques de diffusion. Donc, à mon avis, ça va être un peu redondant, mais on part sur une table ronde, par contre, pour le coup. Et on termine avec produire à l'ère des créateurs, créatrices, retour sur un métier en constante mutation. Donc, c'est un jour un peu thématique sur la création de contenu et les différentes voies que ça ouvre et que ça ferme. Bon, je finis de manger. Alors, trop content. Donc là, on est sur la conférence avec Esterium, Esther de Esterium. Et donc, je suis content, j'ai pu lui parler. Trop sympa. Et on va voir de quoi ça s'agit. C'est sur l'IA. Voilà, des acteurs qui ont de la compétition entre eux, qui essaient de faire les meilleurs modèles, les meilleures choses. Pas mal du tout. Je pose une demi-heure. On va voir si j'ai le temps de faire le débrief. Pour faire le débrief avec l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'on rejoint les points. A priori, ils ont effleuré la question que je me posais, dont j'en ai déjà parlé sur ce podcast, c'est le listage et le principe de marginalisation du contenu IA. En fait, pour moi, c'est clairement une couche qui aujourd'hui permet de faire un contraste et donner une capacité d'interprétation du travail accompli par les gens qui créent du contenu, quelque chose qui s'est perdu par le passé, parce que à force de surproduire, on a inondé les gens commencent à dévaloriser l'importance d'une image, mais aussi le travail derrière une image. Et je pense que l'IA est en train justement de créer une sous-couche sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour valoriser le travail. A priori, dans ce qui concerne les créateurs, ils sont d'accord. J'ai pas pu demander aux techniciens, parce que technicien de YouTube, ça pourrait être intéressant. J'ai vu passer cette problématique. Enfin, c'est pas une problématique, mais cette fonction où la nouvelle tendance, c'est de partir en live, streaming live. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le seul médium qui est protégé par l'intelligence artificielle serait le streaming, au sens où tu sais pas fake du live. Ça va venir, tu pourras fake du live à un moment donné, mais c'est pas le problème. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, pour moi, le contenu facile, dit facile, mais humain, performera mieux dans quelques temps, mais là c'est déjà en train de monter, je pense. Enfin, tout du moins, c'est quelque chose que moi j'ai constaté. J'aurais voulu savoir par le technicien YouTube si c'était avéré, mais généralement YouTube ne dit jamais rien de toute façon. Dans l'idée, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même sur un délire où aujourd'hui, les lives, où c'est juste des gens qui font ce qu'ils ont à faire en live, ça marche mieux que l'IA, et c'est la niche la plus facile à atteindre. Donc là, le contenu, comme je suis en train de faire là, raw, tranquille, pas trop de montage, juste l'expression d'humain à humain avec des humains autour dans un univers d'humains, aujourd'hui ça a une valeur qu'avant ça s'était perdu parce que c'était normal. Et c'est toujours le principe d'avoir un contraste. Sans ce contraste là, la création de contenu accessible à tout le monde commence à perdre son sens. Aujourd'hui,
les gens qui vont vouloir s'exprimer exclusivement à travers l'intelligence artificielle vont se perdre dans les méandres de toutes les personnes qui n'ont rien à dire mais vont quand même l'utiliser aussi. Alors que des personnes qui vont accepter d'incarner ce qu'ils ont à dire et défendre leur point de vue, certes seront marginalisés, mais seront plus pertinents et seront plus valorisés par rapport à ce qu'ils ont apporté à la communauté. Donc ça, c'est mon point de défense là-dessus. Il me reste 2 séminaires à taper, toujours autour de la création de contenu. On va voir ce que ça donne. Ok, bon, au final, le gars de chez YouTube, il m'a dit que clairement, ce que j'ai dit, c'est vrai. Enfin, tout le moins, ça se tient. C'est visible et c'est factuel. L'humain prend le dessus sur l'IA et l'IA sert de contraste. Après, voilà, il faut faire les choses bien, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'IA. Juste, il faut faire attention à rester humain. On part donc sur la conférence audiovisuelle et vidéaste de nouvelles pratiques de diffusion. Peut-être qu'on va parler justement du live et de l'incarnation globale. Conférence intéressante, mais on est sur ce que j'appelle de la paluchade. On est sur un petit peu de la paluchade. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a TF1 Arte qui vient présenter ses projets en collaboration avec des créateurs de contenu qui se sont fait tout seuls d'un côté, qui ont été repérés. Alors autant pour Arte, ils sont là depuis très longtemps et ils l'ont toujours fait, donc j'ai rien à redire du côté Arte. Le côté TF1 qui emboîte le pas enfin, alors qu'ils sont du genre à bloquer tous les droits à l'image à tous les niveaux, que tout est fermé chez eux. C'est de la paluchade, pourquoi? Parce que c'est aussi, encore toujours, et je vous montre un petit clip audio, alors c'est hors contexte certes, mais c'est représentatif de ce qui se passe. On a travaillé avec une équipe qui est 100% créateur économie. Les gens qui travaillaient et qui cadraient, on cadrait du Squeezie, on cadrait pour moi, on cadrait pour Hugo, on cadrait pour plus que, tu vois, donc, et en ça, c'était tout à fait nouveau et C'est un petit cercle fermé. Les réseaux sociaux, la création de contenu en France, c'est en train de devenir un petit cercle fermé. Ça raconte son histoire, mais ça se place pour demain. Alors, j'ai rien contre l'idée, on a toujours fait ça, on fera toujours ça. Il faut juste en être conscient que tout le monde se défend de billets. Là, je viens d'entendre une histoire avec le CNC qui bloque tous les trucs en termes de fonction créateur et tout. Et donc, encore une fois, ne pas mettre ses œufs dans le même panier parce que si tu comptes sur le CNC et que du jour au lendemain, les subsides sautent, t'es baisé. Là, c'est ce qui est en train d'arriver à plein de créateurs qui avaient compté sur 50% de subsides du CNC et au final, ils n'auront rien du tout parce qu'il y a eu un backlash, soit. De là, on peut se dire quand même que moi, la liberté de YouTube, c'est la liberté de YouTube. YouTube ne me paye pas suffisamment pour vivre, ça n'arrivera pas. En termes de format, en termes du fait que je suis en francophone et tout ça, ça n'arrivera pas. Par contre, il y a un truc qui va se passer, c'est que je peux... Il y avait de la place à droite et à gauche, hein. Il y avait vraiment de la place partout. Ce que je peux faire, c'est aller chercher de l'argent chez Jeff Bezos, quoi. Et ça vous gêne pas. Et moi, je peux faire le contenu que je veux de l'autre côté. Et je reste autonome. Alors, par contre, il y a un dernier détail. On a des convictions, chacun. On défend nos trucs. On a le droit de le faire. Et surtout, pourquoi je le fais, pourquoi je fais ces vidéos-là, pourquoi je fais mes podcasts maintenant. C'est parce que ma voix, c'est ma voix. J'aime bien qu'elle soit portée. Autant qu'elle soit portée par moi plutôt que de faire confiance à un politique qui va galvauder certaines choses et qui va faire des promesses qu'il ne pourra pas tenir. Moi, je fais aucune promesse. Je raconte juste ce que je pense, ce que je vis, ce qui me touche. J'échange mon point de vue, enfin je le propose, comme ça des gens peuvent se dire ok par rapport à ça, qu'est-ce que moi je pense. Et c'est ça le plus important. Je pense pas que TF1, Arte et tout ça permettent d'ouvrir des débats. Ils permettent d'instruire, d'informer certes, mais ça n'ouvre pas le débat. Et plutôt le contraire, ça tente à le fermer. Donc ça c'est mon point de vue. La conférence en elle-même est intéressante, mais on voit que Arte a été complètement occulté sur cette conférence. C'est les gars de chez TF1 parce que forcément c'était plus récent. Le projet qu'Arte présentait là, je crois qu'il a même été présenté l'année dernière au Frame Festival parce que c'est le projet High School Radical. Et c'est un projet très intéressant justement. Et de l'autre côté, TF1, c'est TF1, c'est-à-dire qu'ils sont là, c'est des opportunistes, point barre, ils sont là pour faire du fric. Faut arrêter. Le mec, il avait un discours complet de dire voilà. Je suis là pour l'information, on est un média d'information. Lol, c'est faux. Ça sert à rien de mentir et d'essayer de changer son image. On sait très bien pourquoi ils vont vers les youtubeurs, c'est parce qu'ils savent que maintenant il y a de l'argent à se faire et que maintenant il y a de la pertinence et de la crédibilité sur laquelle on peut capitaliser. Voilà, moi c'est mon point de vue. Vous en pensez ce que vous voulez, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Mais clairement, c'est comme ça que ça se sent de toute façon.
Et après, encore et toujours, c'est le petit cercle fermé qui se referme et qui se referme et qui se referme. Alors c'est très bien parce que c'est logique, c'est par rapport à du travail. Je dis pas, et Hugo Décrypte fait du très bon travail, Gaspard G, je connais pas, fait probablement du très bon travail. Ils font tout du bon travail, c'est pas le problème. Après, c'est comment ils sont captés et capitalisés, autant au niveau économique qu'au niveau message, politique et le reste. Donc ça, il faut rester conscient qu'on sera toujours en train de se faire avoir à un certain moment. Il me reste un séminaire pour aujourd'hui. On termine avec produire à l'air des créateurs, créatrices, retour sur un métier en constante mutation. Voilà. 18h45, c'est fini et ce ne sera pas une mince affaire. On a donc toujours Roswell Canim avec le il est directeur adjoint audiovisuel, ça c'est à céder. On a Vanessa Bria, Visio, elle sera en visio a priori. Clara Lesage et Paul Estève. Paul Estève, ça me dit quelque chose. Je sais pas qui c'est, mais ça me dit quelque chose. Pour le coup, c'est un cas à part, c'est ce que je dis à chaque fois. Que ce soit Inox ou Squeezie, c'est des énormes créateurs de contenu, donc on est vraiment sur un truc qui... Je me frapperai pas 5 jours de festival comme j'avais signé pour. C'est un peu pour ça qu'ils le font exprès, hein, le pass 5 jours, c'est un peu tendu. Déjà parce que économiquement parlant, c'est pas tenable, ça coûte presque 20 balles aller-retour en voiture en prenant le temps de passer par les petites routes de Pointe-Éva. Il faudrait prendre un logement pour bien faire. Ensuite, c'est assez dense, c'est intéressant et en même temps, t'apprends pas non plus un million de trucs quand tu es déjà renseigné sur le sujet de la création de contenu et chaque année, ça tourne peut-être un peu en rond pour quelqu'un qui ferait le Frame Festival régulièrement tous les ans. Ce sera un peu compliqué à justifier, donc déjà il y a ça. Ensuite, pour parler de la dernière conférence, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ok, tu vois les producteurs, donc Paul Estève, c'est pour ça que son nom me disait quelque chose, c'est Paul Esteves, c'est un des fondateurs du studio Bagel, si j'ai bien compris. Alors fondateur c'est un grand mot, j'en sais rien, mais en tout cas maintenant il est producteur pour des gens comme Inoxtag, Squeezie, tous ces trucs-là. Et donc les deux intervenants, c'était un petit peu ça. Ils en sont à la production, à faire de la super production, alors qu'à l'époque, ils avaient commencé avec 0 balles et 0 centimes, juste la liberté de s'exprimer. Donc voilà, tu vois que c'est des gens qui sont accomplis, qui sont encore là, accessibles et tout. Donc ça, c'est peut-être la différence entre la mécanique de production cinéma, télévision, ces trucs-là. Le YouTube Game reste accessible en fait. Tout du moins, c'est l'image qui est renvoyée. La grande vérité, c'est que on est sur des blocs. Donc en gros, déjà en termes de production, c'est pratiquement toujours les mêmes boîtes qui travaillent pour les gros, qui fait les repérages pour les plus petits, et qui fait l'évolution progressive et qui suit. Comme il disait en finalisant le truc, il a vu des gens arriver, des gens partir, beaucoup de gens s'arrêter. La création de contenu, c'est la création de contenu, il n'y a pas que YouTube, mais bon voilà. Faut savoir se projeter, donc ça c'était ce qu'il disait. Et Paul Estève, c'était intéressant parce que il joue la pérennité et donc il communique beaucoup autour de ça. Et ça j'ai trouvé très intéressant comme point d'appui. C'est un petit peu écouter des gens et qui se racontent un petit peu ce qu'ils ont vécu. Ça vaut ce que ça vaut. À voir quoi. Donc, fondamentalement, j'aime bien. J'aime bien et en même temps, je me frapperai pas 5 jours comme mon pass me permettait de le faire. De toute façon, j'ai pas le temps. Ce blog, non, c'est un podcast, va se terminer là. J'en profite pour tester un peu le micro. Je vais devoir éditer tout ça, malgré d'habitude. Et je crois que c'est un format que je vais peut-être garder. Donc on va continuer les podcasts classiques. Mais quand je suis en déplacement, j'ai la possibilité de faire ça, je le ferai. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a intéressé, si vous voulez au Frame Festival l'année prochaine, encore maintenant cette année, il y a peut-être encore moyen d'accéder, je ne sais pas trop. On est la ticketterie. Mais au moment où sort cette vidéo, il y a des chances qu'il y a encore quelques jours à passer. Là, on n'est que jeudi. Donc n'hésitez pas. Frame Festival. Frame Vidéo Festival, un truc comme ça. Disons qu'aujourd'hui, je pense que ce festival, c'est plus tellement open au grand public. À part pour un petit peu la hype
d'entendre parler à un créateur que tu connais, qui est sur la line-up, ça peut faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir, par exemple, au niveau d'Ethereum, de voir un petit peu le personnage en réalité, en chair et en os. Ça change un petit peu. Ça, c'est cool. C'est pas perdu, c'est un bon moment. 5 jours tendus. Vous pourriez faire 2 jours. Ou alors en pro, voir ce que ça peut rapporter. Parce que, et là, je vais terminer là-dessus, ça reste comme pour le cinéma, un milieu de contact. Si on ne vous voit pas, si on ne vous connaît pas, si on ne travaille pas avec vous, on ne pensera pas à vous pour les autres projets. Et là, concrètement, c'est ça l'histoire. Si vous connaissez personne, venez pointer au Frame Festival pendant 5 jours. Sorti de là, si vous n'avez pas de contact, revenez l'année suivante. Moi, c'est parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai envie de rester tout seul pour le moment. J'ai déjà beaucoup pensé à l'idée de travailler avec d'autres personnes. Un peu trop compliqué pour le moment. Voilà. On clôture le podcast là-dessus. C'est pas vraiment un podcast, c'est un vlogcast. À bientôt. Tchuss.